Si une leçon devait être tirée du conflit russo-ukrainien depuis son déclenchement, ce serait sans aucun doute celle de la résilience inébranlable de l'Ukraine face à l'adversité. Confronté à des défis jugés insurmontables, le pays n'a eu de cesse de se relever, déjouant maintes fois les pronostics, surmontant des obstacles que d'aucuns considéraient infranchissables. Et fin mars 2026, l'Ukraine a, une fois de plus, prouvé cette capacité à défier la logique et les attentes. Elle a accompli l'impensable, même aux yeux de la Russie, en orchestrant et en exécutant, non pas une, ni deux, mais bien 3 frappes successives d'une audace inouïe. Ces attaques ont visé des cibles situées à près de 1000 km, 620 miles, au-delà de ses frontières, transformant en un brasier ardent des infrastructures parmi les plus vitales du Kremlin et portant, par là même, un coup dévastateur à son économie. Cette série d'opérations a débuté le 23 mars, lorsque des drones ukrainiens ont ciblé le port de Primorsk, véritable artère vitale de la Russie pour l'exportation de pétrole en mer Baltique. Stratégiquement situé dans la région de Leningrad, non loin de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville du pays, et à une distance relativement courte de la frontière internationale avec la Finlande, Primorsk est bien plus qu'un simple port. C'est un hub névralgique pour l'acheminement de pétrole brut et de produits pétroliers russes vers les marchés mondiaux. Il sert également de point d'ancrage privilégié à ce que l'on appelle la flotte fantôme du Kremlin. Des pétroliers privés qui, défiant ouvertement les réglementations internationales, transportent des millions de barils de pétrole soumis à des sanctions, générant ainsi des revenus illégaux mais substantiels pour Moscou. Primorsk est également le terminus du système de pipeline de la Baltique, capable de traiter environ 1 million de barils chaque jour. Des quantités colossales de pétrole y sont stockées en permanence, réparties dans 18 réservoirs majeurs, chacun pouvant contenir jusqu'à 50 000 tonnes. En somme, c'est un point d'une importance capitale pour l'industrie pétrolière russe, gérant littéralement des dizaines de millions de tonnes de brut et de produits pétroliers chaque année. Il n'est donc guère surprenant qu'il soit devenu une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes, qui se sont données pour mission d'annihiler l'infrastructure pétrolière de la Russie. Bien que le port de Primorsk ait déjà été frappé en septembre 2025, entraînant l'interruption de ses opérations pendant quelques jours, l'attaque de mars 2026 s'est avérée d'une ampleur bien supérieure. Les récits des résidents locaux décrivent des sons d'explosion déchirant le silence de la nuit, ébranlant les environs, forçant finalement le gouverneur régional, Alexander Drozdenko, à confirmer qu'un des réservoirs de carburant du port avait été endommagé et incendié. Les jours suivants, l'œil implacable des satellites a révélé la pleine mesure des dégâts. Ce n'était pas un seul réservoir, mais au moins 8 qui avaient été confirmés comme endommagés, les flammes se propageant inexorablement sur le site. Les équipes de pompiers, déployées en grand nombre, ont lutté pendant plusieurs jours dans un combat acharné pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Des images et des vidéos, partagées depuis les lieux, montraient des langues de feu léchant l'air et d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant, tels des totems sinistres, au-dessus du port. La même nuit, les défenses aériennes russes auraient intercepté plus de 60 drones d'attaque ukrainiens. Pourtant, un nombre suffisant d'entre eux a réussi à percer les défenses du Kremlin, parcourant des centaines de kilomètres depuis l'Ukraine, à travers le territoire russe. Cette seule prouesse constituait déjà un exploit incroyable. Mais l'Ukraine était loin d'avoir dit son dernier mot. Le 25 mars, les équipes de drones ukrainiennes ont mené une autre frappe réussie contre un autre port pétrolier russe. Cette fois, leur cible était Ust-Luga, situé dans la partie nord-ouest de la région de Leningrad, à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. À l'instar de Primorsk, ce site représente une importance stratégique et économique colossale pour la Russie. Le port peut, selon les estimations, traiter environ 700 000 barils de pétrole par jour. Il est également doté d'une infrastructure de production considérable, transformant jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel et produisant des millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, et de gaz de pétrole liquéfié, GPL, chaque année. En d'autres termes, c'est précisément le genre de cible que l'Ukraine affectionne particulièrement. Les forces de Kiev ont d'ailleurs déjà frappé ce lieu à plusieurs reprises, notamment lors d'une attaque majeure en janvier 2024, suivie d'une autre en août de la même année. L'assaut de mars 2026 marquait donc la 3e frappe sur cette installation, et elle fut d'une ampleur considérable. Les habitants de la région ont rapporté les bruits assourdissants d'au moins 10 explosions distinctes résonnant dans les environs, semant la panique. Les équipes de pompiers furent rapidement dépêchées pour faire face à un brasier indomptable qui progressait inexorablement sur le site. Le gouverneur Drozdenko a dû, une fois de plus, admettre qu'une attaque avait été perpétrée. Encore une fois, il a tenté de minimiser l'étendue des dégâts, mais les images et les publications sur les réseaux sociaux ont révélé la vérité implacable. Des incendies gigantesques et des nuages de fumée noire ont envahi l'air dans les heures qui ont suivi, témoignant de la dévastation. Selon les analystes du renseignement, 3 pétroliers ont été endommagés lors de cette frappe, ainsi que des réservoirs de carburant, 3 postes d'amarrage et des installations appartenant et exploitées par la firme énergétique russe Novatek. Le terminal a été entièrement bouclé et fermé pendant plusieurs jours. Et même lorsqu'il a repris ses opérations, il ne fonctionnait plus qu'à une fraction de sa capacité maximale.
Les experts ont estimé que les réparations nécessaires prendraient plusieurs semaines, et dans des ports de cette taille et de cette envergure, ne serait-ce qu'une seule journée d'inactivité peut entraîner des pertes économiques considérables, un coup de massue se chiffrant en millions de dollars partis en fumée chaque jour. L'Ukraine avait donc réussi 2 attaques que beaucoup considéraient impossibles, envoyant ses drones à travers des centaines de kilomètres d'espace aérien russe et faisant pleuvoir le feu sur certaines de ses infrastructures les plus précieuses. Et comme si l'audace n'avait plus de limite, elle s'apprêtait à recommencer. Dans la nuit du 26 mars, les équipes de drones ukrainiennes sont revenues à l'action, exécutant une nouvelle frappe de grande envergure contre l'infrastructure pétrolière russe. Leur cible, la raffinerie de synthèse organique de pétrole de Kirishi, également connue sous le nom de raffinerie Kinev, elle aussi située dans la région de Leningrad, non loin de Saint-Pétersbourg et à des centaines de kilomètres de Kiev. Appartenant à l'une des plus grandes entreprises énergétiques de Russie, ce mastodonte de l'industrie pétrolière peut traiter jusqu'à 20 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui en fait la deuxième plus grande raffinerie du pays en termes de capacité de traitement. C'est une source vitale non seulement de carburant, mais aussi de divers produits pétrochimiques utilisés à travers la Russie et vendus à d'autres nations, générant des fonds indispensables pour alimenter l'effort de guerre du Kremlin. Selon les rapports, plus de 20 drones ukrainiens ont réussi à atteindre leurs objectifs, portant un nouveau coup sévère au cœur de l'économie russe. L'impact, d'une violence inouïe, a déchiré le voile de relative quiétude qui planait sur la région, percutant de plein fouet une infrastructure vitale en ce lieu. Les dégâts sont considérables et leurs répercussions immédiates se font déjà sentir. Qu'il s'agisse d'un nœud énergétique stratégique, plongeant potentiellement des milliers de foyers dans l'obscurité, d'un maillon essentiel des communications, coupant des liaisons cruciales, ou d'une artère de transport névralgique, paralysant le mouvement, la destruction est profonde, menaçant la capacité même de la région à fonctionner normalement. Une fois de plus, face à ce tableau de dévastation et aux interrogations angoissées d'une population sous le choc, le gouverneur régional, Drozdenko, se retrouve acculé, sans aucun refuge où se dissimuler. Son leadership est, pour la énième fois, mis à rude épreuve, son autorité visiblement ébranlée par la récurrence de tels drames. Comment justifier, encore et toujours, de telles failles béantes dans la protection du territoire et de ses installations essentielles? Quelles excuses, quelles justifications pourrait-il avancer cette fois, alors que les précédentes n'ont manifestement pas suffi à endiguer la spirale des vulnérabilités qui gangrènent la région? L'ombre de l'échec plane lourdement sur lui, tel un rapace avant sa proie. L'opinion publique, déjà échaudée par une série d'événements mal gérés ou non prévenus, exige désormais des réponses claires, des responsabilités assumées et des actions concrètes, bien au-delà des habituelles déclarations de circonstances. Le paravent de la rhétorique politique ne lui offre plus aucun abri face à cette tempête médiatique et populaire. Drozdenko est pris au piège, non seulement par les conséquences matérielles de l'attaque qui s'étale au grand jour, mais aussi par l'inéluctable reddition de comptes que la population et les instances supérieures attendent avec une impatience grandissante. C'est un véritable test de sa légitimité, un jugement impitoyable de sa capacité à garantir la sécurité et la stabilité d'une région qui semble de plus en plus glisser entre ses doigts.